L'épigénétique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une cellule de peau et une cellule musculaire ont le même ADN mais ne se ressemblent pourtant pas? Le phénomène biologique qui explique cela s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique désigne des processus qui gouvernent l'activité des gènes sans affecter la séquence de l'ADN. On attribue la paternité de l'épigénétique dans son sens moderne au biologiste et embryologiste Conrad Hal Waddington, qui l'a définie en 1942 comme une branche de la biologie étudiant les implications entre les systèmes gènes plus environnement et leurs produits, donnant naissance au phénotype d'un individu. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les mécanismes cellulaires qui régissent la lecture du code génétique. Les origines de l'épigénétique. L'ADN. Les cellules eucaryotes qui forment notre corps ou encore les organes des plantes sont composés d'un noyau qui contient des chromosomes. Ces chromosomes sont les supports de l'information génétique puisqu'ils contiennent l'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN est une molécule en forme de double brin. Elle est constituée d'un enchaînement de 4 nucléotides différents, adénine, thymine, guanine et cytosine. C'est cette séquence qui porte l'information génétique. Celle-ci est structurée en gènes qui sont exprimés à travers la transcription de l'ADN en ARN, puis en protéines. L'ensemble des gènes d'un organisme constitue son génome. Une modification de la succession de nucléotides au sein de ce génome s'appelle une mutation. Le génome humain est composé d'environ 6 milliards de nucléotides. Chaque nucléotide mesurant 0,34 nanomètres de long, si tout l'ADN des chromosomes était étalé, il ferait 2 mètres de long. Alors, comment l'ADN est-il compacté pour faire rentrer pratiquement 2 mètres de double hélice dans le noyau d'une cellule? L'ADN passe par plusieurs niveaux d'organisation. Tout d'abord, la double hélice est enroulée autour de protéines spécialisées, appelées les histones, pour former des nucléosomes. Ensuite, ces nucléosomes sont de nouveau enroulés pour donner la chromatine, puis en chromosomes condensés. La lecture de l'ADN. La première étape de la lecture de l'ADN est la transcription. Elle est faite dans le noyau des cellules par une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. L'ARN polymérase produit une petite molécule appelée ARN messager. Il s'agit du complémentaire du brin d'ADN transcrit. L'information contenue dans l'ARN messager est identique à celle du brin d'ADN non transcrit. L'ARN messager, ARNM, est, comme son nom l'indique, un messager de l'information génétique. Grâce à sa petite taille, il peut facilement sortir du noyau des cellules pour passer dans le cytoplasme. C'est dans ce dernier que l'ARN messager est traduit en protéines par les ribosomes. Les protéines, constituées d'une succession d'acides aminés, ont de nombreux rôles au sein de la cellule puisqu'elles peuvent catalyser des réactions métaboliques, faire partie de la structure du tissu ou encore permettre la communication intra- et intercellulaire. Les modifications épigénétiques. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne la machinerie cellulaire, voyons comment les mécanismes épigénétiques régulent et influencent cette machinerie. La modification des histones. Comme nous l'avons vu, les histones jouent un rôle majeur dans les processus de condensation-décondensation de l'ADN. Ce degré de compaction est régulé par des modifications des queues des histones. Il existe 4 types majeurs de modification des histones: l'acétylation, la méthylation, la phosphorylation et l'ubiquitinylation. Il s'agit d'un mécanisme rapide et transitoire intervenant après un événement, comme un changement inhabituel de température. Il est donc réversible et non héréditaire. La méthylation de l'ADN. C'est l'un des principaux mécanismes épigénétiques. Il s'agit d'un ajout d'un groupement chimique appelé méthyle sur des nucléotides de la séquence d'ADN. Cette méthylation peut inhiber l'expression génétique d'un brin d'ADN. Une faible méthylation se traduit le plus souvent par une forte expression du gène, alors qu'un haut niveau de méthylation inactive le gène. Ce type de modification épigénétique est un phénomène long et durable qui est en général transmis lors des divisions cellulaires. Il est donc héréditaire, mais également, comme tout phénomène épigénétique, réversible. Mais alors, pourquoi voit-on ces mécanismes apparaître et quel est leur but? Les modifications épigénétiques d'un organisme vivant sont entre autres influencées par l'environnement dans lequel il se développe.
Celui-ci envoie en permanence toutes sortes de signaux qui stimulent des protéines agissant sur les mécanismes cités précédemment. Ainsi, l'organisme ajuste son activité à la situation. Ce phénomène peut être transitoire, mais il existe des modifications épigénétiques qui persistent lorsque le signal qui les a induites disparaît. Contrairement aux mutations génétiques qui sont irréversibles, le marquage épigénétique peut changer. Un simple changement d'environnement peut modifier le fonctionnement des gènes dont nous héritons à la naissance et donc de notre phénotype. Certaines marques épigénétiques sont susceptibles de passer à la descendance. La transmission intergénérationnelle de marques matérialisées par la méthylation de l'ADN est très documentée chez les plantes. Quelques exemples. Comment l'abeille devient reine? Toutes les larves d'abeilles domestiques femelles sont identiques d'un point de vue génétique. Pourtant, les abeilles ouvrières ou reines présentent des phénotypes très différents. Les ouvrières vivent moins de 6 semaines, sont de petite taille et sont stériles. Les reines vivent plus de 2 ans, sont de taille importante et ont des ovaires actifs. Alors, par quel mécanisme cette différenciation peut-elle s'expliquer? L'épigénétique, bien sûr. La nourriture des larves est à l'origine de la différenciation entre reines et ouvrières au stade post-embryonnaire. Les larves reçoivent toutes de la gelée royale au début du développement larvaire. Cependant, à partir du 3e jour, certaines larves sont nourries exclusivement à la gelée royale et donneront des reines. Ces larves nourries avec un mélange de gelée royale et de pain d'abeille deviendront quant à elles des ouvrières. La nutrition des larves durant les 15 premiers jours de la vie des abeilles stimule un métabolisme qui active ou inactive certaines régions du génome par des méthylations et des modifications d'histones. L'étude de l'épigénome des colonies d'abeilles a montré qu'environ 1/5 des gènes du cerveau chez la reine et l'ouvrière sont exprimés différemment. Deuxième exemple, le déterminisme sexuel chez la tortue de Floride. Chez la tortue de Floride, lorsque les œufs sont incubés à 26 degrés Celsius, on n'obtient que des mâles, et lorsque cette température monte à 32 degrés, on n'obtient que des femelles. C'est pour le moins original. Tellement original qu'il a fallu attendre 2018 pour qu'une équipe de chercheurs découvre le mécanisme derrière ce déterminisme sexuel lié à la température. Et encore une fois, c'est avec l'épigénétique que l'on peut expliquer cela. À 26 degrés Celsius, l'embryon produit, au sein de ses gonades en formation, une enzyme qui modifie des histones très précis et permet la décondensation, donc l'activation, des gènes responsables de la différenciation des gonades en testicules. Au contraire, à 32 degrés Celsius, cette enzyme n'est pas produite, ce qui rend inactifs ces gènes et va entraîner la différenciation des gonades en ovaires. Travail de FarmCube. Chez FarmCube, nous utilisons ces mêmes principes pour faire exprimer aux plantes leur plein potentiel. Nous exposons nos plantes à des stress, hydriques, thermiques, salins, etc., ponctuels et progressifs tout au long de leur croissance dans nos cubes pépinières dans le but de les habituer à des contraintes abiotiques auxquelles les plantes seront confrontées une fois replantées en sol. Cette habituation s'appelle du priming. C'est une technique récente qui se base sur les mécanismes épigénétiques en induisant par le stress des plantes une mémoire conférant aux plantes une résilience plus importante en cas de stress futur. Il n'est question d'aucune modification génétique. Afin d'élaborer des protocoles d'habituation de nos plantes, nous réalisons dans notre centre de phénotypage un suivi en continu de leur état physiologique à l'aide d'outils innovants comme l'électrophysiologie et l'imagerie hyperspectrale. Nous étudions tout type de plantes à replanter, qu'elles soient ligneuses ou herbacées, plants de fraisier par exemple. Une fois cette phase de recherche effectuée dans nos installations, nous concevons pour des clients des infrastructures permettant la production de plantes habituées à la contrainte abiotique ciblée afin qu'elles soient replantées en parcelles. Ainsi, nos clients profitent d'une production de plants produits localement, avec une qualité optimale et un taux de reprise très élevé, même en cas de stress important l'année de la plantation.